Ok, bonjour à tous. Pour se représenter, Nicolas Kamanovitz, Almandal, on est coach agile, leader de tribu chez Octo Technologies. Et on va donc vous présenter cette session Manager, trouver votre place dans un monde agile. Nous savons que les transformations agiles, souvent, elles échouent sur les récifs des cultures d'entreprise. Elles sont heurtées par des pratiques managériales souvent inadaptées. Alors, puisqu'on est entre nous, on peut se le dire, ça ne sert à rien de mener des grandes transformations agiles, de créer des équipes autonomes, de miser sur la confiance, l'autonomie et la transparence. C'est le système dans lequel on évolue. Il reste basé sur le respect de la hiérarchie, le commande et le contrôle. C'est pas fait pour s'entendre, c'est incompatible. Alors, on pourrait même se demander si on ne va pas vers la disparition pure et simple de l'espèce managériale. Et d'ailleurs, nombre d'agilistes convaincus, dont vous faites peut-être partie, pensent que agilité, la sœur de libération d'entreprise, ça rime avec la disparition des managers. Alors, nous, on pense plutôt à une mutation progressive qu'à une disparition brutale. Et c'est pour ça qu'on va vous présenter du coup notre vision de la place des managers dans un monde agile et des mutations progressives qui peuvent s'opérer. N'est-ce pas, Nicolas? Alors, tu as sur ton t-shirt quelques restes de dinosaures. Donc, tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu, toi justement, ton parcours. Est-ce que l'on est plutôt dans la disparition brutale du dinosaure ou plutôt dans la mutation progressive dans ton parcours de manager? Alors, puisqu'on est entre nous, ça reste entre nous. Je vais faire une confession, je vais faire un coming out de manager. Quand j'ai commencé il y a 17 ans, le management sur un malentendu, très vite, je suis devenu tyrannique, contrôlant, au mieux paternaliste. Bref, un vrai connard, un vrai tannard. Heureusement aujourd'hui, et depuis quelques années déjà, je crois en tout cas, que je suis devenu avant tout un coach et un leader au service de l'autonomie des personnes et des équipes que j'accompagne. Mais voilà, ça ne s'est pas fait en un jour. Je ne crois pas avoir connu une épiphanie, d'être réveillé un matin, subjugué par une grande lumière et le son d'une voix divine qui m'aurait dit « Nicolas, tu seras agile !» Je pense que ça s'est fait de manière progressive, que j'ai pris conscience progressivement que je devais changer de posture, jusqu'à atteindre un point de bascule, à la fois inéluctable et, je l'espère, permanent. Alors, Nicolas, du coup, quels ont été finalement, qu'est-ce qui t'a permis d'opérer ces mutations? Quels ont été tes facteurs de motivation? Je crois que c'est parce que j'ai eu la chance de me confronter à l'agilité que j'ai pu prendre conscience justement d'une disharmonie entre mes facteurs de motivation, mes valeurs, qui j'étais vraiment, et puis ce que m'attendait de moi en tant que manager, ce qu'on me demandait de dire et de faire. En fait, quand j'ai commencé le management, très vite, je suis devenu accro au statut. Le fait de changer de poste, le fait de m'élever. J'étais comme possédé par un besoin de reconnaissance qui s'exprimait par les intitulés de plus en plus longs que l'on accolait sur ma fonction. Je voulais absolument être directeur de quelque chose, je ne savais pas encore quoi, vizir à la place du vizir. Mais plus je me suis élevé, plus je me suis retrouvé en tension, en désaccord, pas bien, parce que finalement, ce qu'on me demande de dire, ce qu'on me demande de faire en tant que manager, ou ce que je crois devoir être, n'est pas compatible avec ce que j'ai l'impression d'être vraiment, de penser vraiment. Finalement, je me suis rendu compte que être manager dans un environnement traditionnel, c'est manquer de congruence. Alors j'ai eu la chance à un moment donné. Manquer de quoi? Congruence. Ouais. La congruence, c'est le fait d'être à la fois, d'être à l'extérieur ce que l'on est à l'intérieur, de faire ce que l'on dit, de dire ce que l'on fait, notamment. Je pense que c'est un élément vraiment important. J'ai eu la chance à un moment donné de recevoir une injonction, et cette injonction c'est il faut transformer tes équipes en agile pour qu'elles soient plus efficaces.
Alors ce fut extraordinaire puisque, en implémentant l'agilité, je me suis rendu compte que les équipes étaient plus motivées, plus efficaces, plus efficientes, plus heureuses, plus engagées. Mais pour ce faire, j'étais obligé d'adapter mes postures. Je ne pouvais pas continuer à faire comme avant. Hors de question de rester tyrannique, de rester contrôlant, de rester un canard. Donc j'ai dû m'adapter. Et plus j'adaptais mes postures, plus les équipes étaient engagées et performantes, plus j'avais l'impression d'être en accord avec moi-même. Un petit peu comme ça dans un cercle vertueux qui m'a amené à ce fameux point de rupture, où quand je suis enfin devenu directeur de quelque chose, parce que quand on réussit une transfo agile, on devient directeur de quelque chose, finalement j'ai tout arrêté, je suis devenu coach. Et alors, si on revient à ce facteur de motivation. En fait, je crois aujourd'hui, comme je croyais déjà hier, que le principal boulot, la principale mission du manager, c'est de créer un environnement propice à la motivation. Donc ça a l'air de la palissade, mais c'est quand même pas si évident de créer des conditions de l'engagement et de la motivation. Ça veut dire qu'il faut comprendre ces facteurs de motivation personnels et essayer de comprendre les facteurs de motivation de nos managers, des équipes que l'on accompagne. Alors pour ce faire, on peut utiliser, en tout cas nous c'est ce qu'on utilise, finalement la matrice de Pink, de Daniel Pink, qui dans Drive reconnaît 3 grands facteurs de motivation intrinsèques. La maîtrise, le fait d'être motivé parce qu'on est tout le temps en train d'améliorer son expertise, d'être reconnu par ses pairs parce que l'on est bon et qu'on apprend continuellement. La liberté, l'autonomie, le fait de pouvoir prendre des décisions sur son périmètre, d'être autonome dans cette prise de décision. Et puis le sens, la finalité, être motivé parce qu'on fait des choses qui font sens pour nous et qui nous permettent de participer à quelque chose de plus grand que nous. Et à ces 3 facteurs de motivation intrinsèques, ces 3 moteurs de Daniel Pink, je rajoute la congruence, voilà, le fait d'être à l'extérieur, ce que l'on peut être à l'intérieur, d'être pleinement soi-même. Ce qui est intéressant avec ces facteurs de motivation, c'est qu'ils matchent les cultures agiles et l'organisation agile. Finalement, l'agilité, elle permet de développer des environnements où on va chercher continuellement à améliorer ses expertises, où on cherche à faire le produit bien. C'est bien la mission de l'équipe dans Scrum, dans beaucoup de patterns de framework agile. Et le product owner n'est-il pas, chez Scrum, celui qui porte le sens que l'on donne au produit, celui qui s'assure que l'on fait le bon produit. Et le coach agile n'est-il pas celui qui cherche à développer l'amélioration continue, à créer un espace d'autonomie pour l'équipe, afin qu'elle fasse le produit vite, afin qu'elle apprenne rapidement à produire la bonne solution, celle qui fait sens pour le product owner. Et tout cela ne peut-il s'exprimer autrement que dans un environnement qui est cohérent, où toutes ces personnes et ces rôles interagissent de manière cohérente, dans un niveau de confiance mutuelle important, la fameuse sécurité psychologique. Du coup, cette matrice de motivation, elle match l'agilité, elle match finalement aussi ce que l'on recherche tous intrinsèquement, et je crois qu'elle permet de dessiner des rôles managériaux qui peuvent s'épanouir dans les organisations agiles. Si je suis cette matrice, je peux définir 4 grands rôles managériaux, 4 façons de trouver sa place dans un environnement agile en tant que manager. Le manager congruent, le manager coach, mentor, le leader porteur de sens et le manager facilitateur. Alors si je tente des définitions, qui ne matcheront pas tous les contextes, mais tantôt, on pourrait dire que finalement le mentor coach, c'est ce manager qui facilite le développement des compétences, qui aide à la définition des objectifs individuels, qui accompagne les managers pour qu'ils développent par eux-mêmes leurs ressources pour atteindre leurs objectifs. C'est celui qui favorise le partage d'expérience. Le leader porteur de sens, c'est ce leader qui donne le cap, qui donne le cadre, qui favorise l'appropriation des enjeux d'entreprise, qui, on le sait, sont fondamentaux pour avoir des équipes engagées, qui assure la cohérence des objectifs entre eux, qui construit avec les équipes finalement une vision client-centrique de l'activité, qui partage les résultats, parce que c'est important de savoir à quoi ça sert, ce que l'on fait, et qui facilite la priorisation à son niveau. Et si je tente une définition du manager facilitateur, on pourrait dire que celui-ci, c'est celui qui assure le développement de l'autonomie, celui qui crée des situations favorables à la confiance et à la collaboration, celui qui élimine les bloqueurs, celui qui finalement cherche à simplifier le système, le processus dans lequel les équipes naviguent. Et ces 3 postures,
elles dépendent aussi d'une quatrième condition pour moi sine qua non, c'est le manager congruent. C'est le manager qui s'interroge continuellement sur ses propres facteurs de motivation, qui cherche des nouvelles manières de faire, qui reste toujours ouvert d'esprit, qui cherche à faire confiance et à donner confiance, finalement qui cherche aussi à dire ce qu'il fait et à faire ce qu'il dit, à être congruent. Et je crois que c'est ce qu'on attend tous d'un leader. Je crois du coup que pour que des managers puissent trouver leur place dans un monde agile, il suffit de se poser une question assez simple. De quoi ai-je envie? Et pour qui suis-je pertinent pour développer de l'expertise comme un coach? Pour donner du sens en leader portant du sens? Pour développer de l'autonomie en tant que facilitateur? Je pense qu'en se posant ces questions régulièrement, on peut trouver sa place dans un monde agile en tant que manager. Et ça ouvre des opportunités intéressantes. Que l'on soit dans une dimension manager hiérarchique, ou que l'on soit dans les nouveaux rôles produits par l'agilité, grâce à la distribution des pouvoirs qu'il permet, on peut envisager en tant que manager de nouveaux plans de carrière, des nouveaux rôles à essayer. Si l'on cherche à développer l'expertise, si on se sent légitime, on peut être tech lead, animateur de communauté, manager de centre de compétences, coach DevOps. Si on se sent légitime pour donner du sens, ça peut être sur le product ownership, sur le product management, sur le lead UX, sur l'architecture, sur la vision technique. C'est peut-être leader d'un écosystème agile. Et si l'on pense pouvoir faciliter la vie des équipes, créer des espaces autonomes, apporter de la transparence, là on peut être coach agile, on peut être Scrum Master, on peut être Release Train Designer, on peut être Delivery Manager, on peut être Manager de Component Team. Mais c'est important de savoir quelle place on peut trouver, quel rôle on peut adopter. Pour autant, ça ne nous dit pas comment concrètement on fait, quelles sont ces postures que l'on doit développer pour y arriver. Alors, Alban, à ton avis, quelles sont ces 10 postures clés, ces 10 mutations du manager agile? Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est 10 choses que concrètement, en tant que manager, je peux progressivement faire évoluer pour justement s'inscrire dans ce nouveau cadre que Nicolas vient de nous présenter. Alors, une première chose, un fondamental, un basique peut-être, le point de départ, c'est comment est-ce que je fais pour rendre le travail visible. Partager du coup avec mes équipes la vision de ce qui est réalisé, les tâches correspondantes, donc ce qui est à faire et ce qui est en cours, plutôt que de centraliser et distribuer. Donc garder finalement pour moi la vision du planning, de ce qui est réalisé, distribuer les tâches. Alors c'est vraiment un basique, un fondamental de l'agilité. Je pense que quand je vous parle de ça, de rendre le travail visible, vous avez tout de suite certains éléments qui vous viennent à l'esprit. Vous pouvez peut-être me citer. Comment on fait pour rendre le travail visible? Voilà, tout ce qui est autour du management visuel, du Kanban. Donc comment, avec mes équipes, je mets en place ce type d'éléments, d'artefacts pour partager cette vision. Donc c'est le point de départ, sans doute. C'est aussi un devoir de transparence. Finalement, il y a un switch qui est intéressant, c'est celui de je suis manager et du coup, comme je fais partie des managers, j'ai droit à des informations que les autres n'ont pas. Et le switch, c'est de passer à une autre posture qui est si j'ai de l'information, j'ai le devoir de la donner, le devoir de la communiquer pour permettre aux équipes de faire les bons choix, de garder le bon cap. Chez Octo, si je suis pris à garder une information, on ne va pas avoir eu le temps de transmettre une information, je me fais sévèrement rabrouer par les managers. Alors la deuxième chose qu'en tant que manager, je peux commencer à travailler, à pratiquer, c'est le questionnement ouvert. Parce que en tant que manager, je trouve parfois ma légitimité justement parce que j'apporte des réponses, je suis le sachant, donc c'est moi qu'on vient voir pour poser les questions. Alors parfois je réponds même à beaucoup de questions qu'on ne m'a pas posées. Donc l'idée pour le manager, c'est progressivement d'utiliser davantage cet outil du coach, qui est le questionnement ouvert, le questionnement puissant, pour aller solliciter l'intelligence individuelle, l'intelligence collective, et donc de demander à ses collaborateurs quelles sont nos options,
comment est-ce que tu vois les choses, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et donc mobiliser par ce questionnement l'intelligence individuelle et collective davantage qu'avant. Alors, ça ne veut pas dire que le manager ne peut plus apporter de réponse, bien sûr, ne peut pas éclairer lui aussi, mais il pratique également le manager ouvert, le manager agile, ce questionnement. Oui. Pour donner un exemple concret, il y a quelques mois, un consultant que j'ai la chance d'accompagner, de manager, est venu me voir. Il était dans un environnement difficile, problématique, ça se passait pas bien. Donc il se posait des questions, il se disait voilà, peut-être il faut que je m'en aille ou que je balance la patate chaude sur la table auprès du client et des petits collègues, parce que vraiment ça ne va pas. Qu'est-ce que tu en penses? Et plutôt que de lui répondre, je lui dis ok, quelle serait l'attitude qui serait conforme à tes valeurs? Quelle serait l'attitude qui serait conforme aux valeurs de l'entreprise? Est-ce que ce que tu proposes est conforme aux engagements qu'on a pris avec le client? Okay. Qu'est-ce qui est souhaitable pour toi de faire? Et à partir du moment où il est rassuré avec ça, et où il arrive à trouver des réponses naturelles, qui ne me semblent pas dissonantes, il trouve par lui-même, il a trouvé par lui-même la propre solution, qui a consisté en effet à mettre l'éléphant en lumière dans la pièce, et donc ça posait quelques problèmes, mais c'était la bonne solution, celle qui était conforme à ses valeurs, à son mandat et aux valeurs de l'entreprise. Et je pense que du coup, il est d'autant plus autonome aujourd'hui qu'il se sent en confiance à trouver tout seul les réponses aux questions qui se posent dans les moments difficiles. Troisièmement, développer une vision qui est centrée client, on en parle beaucoup en agilité, et co-construire avec ses collaborateurs. Donc, davantage que décréter. Et même sur des sujets qui sont traditionnellement vus comme très top-down, qu'on attend comme venant de la direction, comme la stratégie, la vision justement. L'idée quand on est manager dans un monde agile, c'est de passer sur un mode de co-construction et à tous les niveaux, donc même si je suis middle manager au milieu de la pyramide, comment est-ce que je fais pour co-construire avec mes collaborateurs, avec mes clients, cette vision, cette stratégie et la déclinaison de la stratégie à mon niveau. Donc c'est ça qui va permettre, du coup, encore une fois, de mobiliser l'intelligence collective, d'être plus réactif, d'être plus au contact, justement, du feedback de ses clients et de ses collaborateurs, et bien sûr, de susciter un niveau d'engagement qui est beaucoup plus intéressant. La plupart du temps, les équipes, elles font quoi? Elles déroulent des projets, elles font des choses, elles déroulent une to-do list. Et en tant que manager, souvent, on se retrouve surtout à être responsable du résultat. Quand on commence à construire une vision client-centrée, que ce soit quel impact on souhaite avoir au niveau du client final ou au niveau d'autres équipes dans l'entreprise, ça modifie complètement le paradigme. On se retrouve avec des équipes qui savent à qui elles rendent service. Et ça change complètement l'énergie, la capacité à prioriser, la capacité à prendre des décisions. Ensuite, se concentrer, scruter, agir davantage sur les conditions du succès, c'est-à-dire ce qui va rendre le succès possible, plutôt que, en tant que manager, se focaliser, se concentrer sur les résultats, demander du coup sans arrêt du reporting à ses équipiers, et donc scruter sans arrêt ses indicateurs. Finalement, déplacer le focus, justement, des chiffres, des résultats, sur l'environnement, qu'est-ce qui va rendre le succès possible. Et donc ça, c'est en se concentrant sur finalement cet environnement et en envisageant la performance comme la conséquence que ça va changer la donne. Et j'en discutais avec une collègue manager la semaine dernière qui me disait ok, mais je fais ça, et quand je fais ça, j'ai l'impression que je ne sers à rien. Je dis, ok, mais quand tu demandes à tes managers, à ton équipe, voir ce qu'ils en pensent. Et le feedback qu'elle a reçu, c'est tu nous permets de faire notre boulot correctement. Et en fait, juste ça, pour son équipe, c'était énorme. C'est-à-dire le manager qui, justement, en travaillant sur l'environnement, va rendre les choses possibles et permettre tout simplement aux équipiers d'être efficaces dans leur travail. Cinquièmement, cultiver ses compétences techniques. Passer manager,
ça rime ou ça rimait souvent avec le fait d'abandonner son expertise. J'arrête de coder, je perds mon expertise métier, mon expertise peut-être méthodologique, organisationnelle, etc. Nous, ce qu'on dit, c'est au contraire, dans un monde agile, en tant que manager, j'ai intérêt à choisir les sujets sur lesquels je veux continuer à cultiver de l'expertise. C'est une différence fondamentale, et alors on a quand même observé, et peut-être vous aussi, que la vision justement de la technique a sensiblement évolué ces dernières années. Et voilà que c'est plus sale d'être développeur, on n'est plus vu comme le grouillot de base qui doit rester caché à la cave. Donc ça a bien évolué. Mais en tant que manager, si je veux aussi être exemplaire sur ce sujet-là, j'ai intérêt à moi aussi cultiver mon expertise. Sixièmement, personnaliser son management, plutôt que de vouloir le rationaliser, gagner du temps, uniformiser finalement en disant je vais gérer tout le monde de la même manière. On est dans un monde agile à l'heure de la personnalisation à outrance. On parle beaucoup de personnalisation sur les produits. Comment est-ce que je fais pour adapter mes produits vraiment à chaque utilisateur, à chaque consommateur individuellement? Et en fait, en tant que manager, mes clients, ce sont aussi mes managers, les personnes que j'encadre. Donc comment est-ce que je fais pour personnaliser mon management et tenir compte des facteurs de motivation justement individuels, des modes de fonctionnement, et permettre à chacun de s'épanouir, de tirer le meilleur parti de son environnement et de produire les meilleurs résultats. D'ailleurs, pour un manager coach, finalement, l'essentiel du travail consiste à aider ces managers à concrétiser les objectifs qui se sont eux-mêmes fixés. Donc il s'agit avant tout de répondre à cette question fondamentale de ok, à quoi veux-tu que je te serve? Qu'est-ce que tu attends de moi? Du coup, quels sont tes objectifs? Comment est-ce que je peux t'y aider? Et régulièrement travailler sur cet accompagnement pour aider les managers à atteindre leurs objectifs. Ensuite, démontrer le droit à l'erreur. Alors le droit à l'erreur, je ne sais pas pour vous, mais j'entends ça sans arrêt. Le droit à l'erreur, c'est extrêmement important. Du coup, pour pouvoir être agile, pouvoir tester, il faut pouvoir se tromper, le fail fast, etc., etc. Donc il y a énormément d'injonctions au droit à l'erreur. En réalité, notre conviction, c'est que s'il y a bien un sujet qui ne peut pas se baser juste sur l'injonction, mais qui doit vraiment être démontré, c'est celui-là. C'est celui du droit à l'erreur. Vous pouvez dire à vos collègues, oui, ici on a le droit à l'erreur, tant que ce n'est pas démontré sur le terrain, par la pratique, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? En tant que manager, ça veut dire comment est-ce que je peux, moi, et si je me sens en sécurité, être le premier finalement à faire ça. Moi, je me souviens encore, 6 ans après, du premier jour où je suis arrivé dans ma boîte, j'ai participé à un BBL le midi, une réunion. Il y avait le DG qui était là. Alors déjà, je me suis dit, ce type de petite réunion informelle le midi, dans cette boîte, ça a l'air important. Si le DG vient, c'est que ça va être important. Et ce DG partageait justement, entre autres, des erreurs qu'il avait faites, des apprentissages, les leçons qu'il en avait tirées. Et je me suis dit, quand même, le droit à l'erreur dans cette boîte, ça a l'air d'être une réalité pour que le DG soit en train de partager ça devant les collègues lambda, entre guillemets. Donc, démontrer ce droit à l'erreur pour le rendre vraiment opérationnel. Ensuite, et on est bientôt au bout, clarifier les niveaux de délégation. C'est pareil, on parle beaucoup de responsabilité collective, comment est-ce qu'on donne du pouvoir à nos collaborateurs. En réalité, c'est un sujet de frustration pour beaucoup, cette question de la délégation. Parce qu'il y a beaucoup de fois où on voit que en fait, c'est une simili-délégation qui se met en place, c'est-à-dire qu'on va demander l'avis aux gens et en leur laissant croire finalement qu'ils sont vraiment partie prenante dans la décision. Et c'est encore plus frustrant finalement pour les collaborateurs de faire ça que de dire voilà, ces sujets-là, en tant que manager, je garde la décision dessus
Et ces sujets-là, effectivement, on va mettre en place d'autres systèmes de décision et de délégation. Et alors, même si vous vous sentez déjà manager ultra délégation, faites attention, parce qu'il y a des croyances qui se développent dans les équipes. Il y a quelques mois, j'ai accompagné une équipe assez grande, avec un manager super agile, super ouvert, au top du top. Pour autant, quand on a travaillé sur qu'est-ce qu'il fallait améliorer dans leur système, ce qui est émergé, c'est notamment le fait qu'il semblerait que des prises de décision étaient ultra centralisées et qu'on n'avait pas la liberté de prendre certaines décisions, qu'il fallait absolument demander au chef, et blablabla. Et ce manager a été vraiment surpris, il pensait qu'il avait pleinement délégué. Mais il suffit, parce qu'on est un petit peu assertif, qu'on a un petit peu de leadership, de donner son avis pour que ça sonne comme une décision, comme un arrêt. Et c'est en reposant le delegation board, en re-questionnant qui peut prendre quel type de décision, à quel niveau, on a pu clarifier pour ce collectif qui avait le droit de faire quoi. Alors, les équipes avaient plus de droits que ne pensaient en avoir, et le manager avait quand même quelques territoires réservés qu'il était bon de détourer. Donc un outil qui marche très bien pour ça, vous connaissez peut-être, c'est le Delegation Poker. Petit sondage, qui connaît cet outil, Delegation Poker. Donc un outil qui peut être bien utile à utiliser pour clarifier ces niveaux de délégation. Deux derniers points, celui-là, demander du feedback. Donc c'est pareil, en agilité, on met le feedback au centre, c'est une valeur fondamentale, aller chercher du feedback de ses clients, de ses utilisateurs. En réalité, dans la relation manager-manager, pratiquement c'est le contraire qui est recommandé, c'est-à-dire que pour un manager, donner du feedback à son manager, il y a beaucoup d'écoles de management, on va vous dire, ne le faites pas. En tant que manager, ne donnez pas de feedback à votre manager, ça peut prêter à conséquence. Et donc si c'est très difficile pour le manager de faire du feedback à son manager, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est au manager de faciliter cet échange, ce feedback, et lui d'aller le chercher, de demander à ses managers du feedback. Mais si c'est juste demander comme ça, est-ce que tu peux me faire du feedback, ben, on va rester dans cette situation, cette position très difficile de je suis manager, qu'est-ce que je peux effectivement dire ou pas à mon manager, quel type de feedback je peux lui faire ou pas. Et donc en tant que manager, ce que je peux faire, c'est faire évoluer un peu mon questionnement aussi sur le feedback, avec des choses toutes simples comme qu'est-ce que je pourrais faire davantage, qu'est-ce que je devrais peut-être faire moins, et juste le fait d'opérer ces petits changements, ça va ouvrir à plus de ceci, moins de cela, qui vont être plus faciles du coup à dire et à recevoir. Donc c'est au manager d'aller chercher ce feedback, de faire ce premier pas et de le faire de manière douce pour que les managers osent effectivement le faire en fonction du niveau de relation qui a été établi. Et enfin, se rendre indispensable. Alors c'est le but ultime du coach agile et je pense qu'il y en a pas mal dans la salle. C'est une bonne question à se poser aussi pour le manager. En tant que manager, finalement, de quoi mon équipe dépend aujourd'hui vis-à-vis de moi? Si j'étais pas là, qu'est-ce qui serait difficile aujourd'hui? Et c'est une bonne piste aussi, du coup, pour travailler en tant que manager agile et se mettre aussi dans cette position un peu de Scrum Master ou de coach, de dire comment est-ce que finalement j'augmente la résilience de l'équipe à mon absence. Et en travaillant là-dessus, ça va me permettre aussi moi d'aller sur d'autres sujets, me rendre utile ailleurs et faire monter l'équipe finalement en autonomie et en responsabilité sur un maximum de sujets. Alors comment est-ce que tout ça s'inscrit dans le fameux cadre des facteurs de motivation présenté par Nicolas? En fait, ce qu'on voit, c'est qu'en appliquant ces pratiques, on peut favoriser le changement de posture. Si je demande du feedback, je démonte moi-même le droit à l'erreur en montrant aussi mes propres erreurs. Et si je cultive mes propres compétences pour être congruent quand j'accompagne les autres à développer leurs compétences, je deviens un manager congruent, un manager cohérent. Si je clarifie la délégation, que je personnalise mon management, que je questionne plutôt que d'apporter des solutions, je peux prendre une posture de coach plus facilement.
Et si je prends le temps de développer une vision client de mon activité, si je co-construis avec mes collectifs, mes objectifs, ma stratégie, je peux porter le sens, porter le cadre qui permet le développement de l'autonomie. Autonomie que je vais pouvoir faciliter en rendant le travail visible, en agissant sur les conditions de succès et en se rendant dispensable. Donc en cherchant à développer ces quelques pratiques, on peut voir opérer des changements de posture chez les managers, y compris dans les entreprises très traditionnelles. Après, il s'agit juste de 10 pratiques. C'est le top 10. Mais il y en a beaucoup d'autres. Quand on accompagne les entreprises à dresser un petit peu quels seraient les rôles managériaux de leur organisation en devenir agile, on voit tout de suite qu'il y a un certain nombre de compétences, de savoir-être, de savoir-faire qu'il faut développer. La liste peut être très longue. D'ailleurs, c'est un exercice que je vous conseille de faire, c'est intéressant, parce que ça permet aussi de voir que selon les environnements, les écosystèmes, les entreprises, tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Il y a des entreprises qui sont très très avancées pour avoir une mission claire et porter du sens, mais où finalement personne n'est autonome. Il y a des entreprises qui sont blindées d'ingénieurs, super bons, ultra qualitatifs, où on valorise ses compétences techniques. Alors par contre, donner du sens à ce qu'on fait, il n'y a pas moyen. Et c'est intéressant de voir où sont du coup les facteurs d'évolution, les axes d'amélioration à prioriser. Donc après, quand on liste toutes les compétences, on peut développer, on peut se poser la question de la capacité d'organisation, surtout les organisations traditionnelles, à accompagner les managers pour les acquérir. Ce n'est pas toujours des savoir-être et des savoir-faire qu'on a eu l'usage d'enseigner, de développer chez nos managers. Comment on fait pour accompagner Comment on fait pour accompagner le changement? Pour accompagner ce changement, je pense qu'on peut déjà tous se mettre d'accord. Le mieux, c'est quand même de commencer par le haut. C'est très difficile de changer les postures managériales dans une entreprise si on ne commence pas par le codir, même dans une organisation, un écosystème, un département, si on ne commence pas par le haut. Ne serait-ce que parce que si on commence à expliquer à des middle managers en interaction des équipes agiles qui doivent donner le droit à l'erreur, être transparent, etc., mais que juste au-dessus d'eux, on ne montre pas cet exemple-là, on va se retrouver de nouveau avec des injonctions contradictoires et ça va être extrêmement inconfortable. Donc il faut pouvoir créer l'autorisation, l'intention et amener le haut du panier à se montrer exemplaire et congruent avec cette injonction à devenir plus agile. Ouais, je ne sais pas combien de fois j'ai entendu en formation des managers « Ah bah, il faudrait que vous alliez dire ça aussi à nos chefs ». Le truc, c'est que même quand on forme des codis, on nous dit ça, donc on finit par s'interroger par la profondeur des organisations. Et il faut emmener les DRH. Les directions des ressources humaines, elles sont capitales. Elles sont souvent vécues comme un frein. C'est celles qui tiennent finalement la culture manager officielle, celles qui définissent les processus. Mais direction des ressources humaines, c'est aussi justement celle qui porte la culture managériale. Donc s'il y a quelqu'un qui peut incarner, favoriser, accompagner les managers, c'est bien des DRH convaincus par le changement de posture, à condition qu'elles commencent par leur propre mode de fonctionnement. C'est d'autant plus important que si on commence à accompagner les managers en agilité, à développer de nouvelles postures, mais qu'à côté, il faut continuer à évaluer de la même manière une fois par an avec des grilles à n'en plus finir de compétences développées qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on cherche à développer. Si on continue à évaluer, rémunérer, récompenser, primer des comportements individuels qui n'ont rien à voir avec les comportements collectifs que l'on cherche à développer, ça ne fonctionne pas. On n'est pas congru. Donc il faut emmener les DRH au plus tôt dans les formations, dans l'accompagnement managérial. C'est un enabler, ce sont des facilitateurs de la transformation agile à ce niveau-là. Commencer par le haut et ne pas se limiter à la formation. La formation, c'est important. Je pense que je prêche à un public convaincu, mais l'idéal, c'est le triptyque formation, coaching, co-développement ou communauté de pratique pour pouvoir ancrer le changement. Comment est-ce qu'on forme? On ne va pas faire des cours sur la formation managériale, tout le monde a déjà reçu les données, simplement quelques bonnes pratiques qui étonnamment apportent énormément de résultats. D'abord, former de vrais collectifs, un codir en entier, ou le top management d'un ensemble de départements, des gens qui ont des interactions, et donc qui vont pouvoir challenger leur pratique managériale par rapport à leur réalité. C'est vraiment important pour créer du mouvement, non pas d'avoir un ensemble de managers qui n'ont pas d'interaction, qui ne font pas corps, mais plutôt de travailler des équipes transverses.
C'est ça qui peut créer le mouvement. Et donc un exemple là-dessus, on a vu des phénomènes vraiment intéressants en formant justement des managers plutôt vers le top, déclencher ensuite ce même type de formation avec leur cercle en dessous, leur codir à eux en dessous, et donc finalement répéter ça, et ça a créé vraiment des dynamiques dans des départements entiers. Le fait que justement le collège des managers se forment ensemble, ils travaillent ensemble à comment est-ce qu'on va appliquer ça dans notre département. Il ne faut pas hésiter à aller chercher du transverse, et aussi du manager transverse, pas forcément du management hiérarchique, parce que ce sont des postures clés. Il faut aussi mélanger un petit peu les groupes. Pourquoi? Parce que si on a enfin un collectif, un codir qui décide de changer, de déléguer plus par exemple, et que donc on se retrouve avec des managers qui ont le droit d'aller à des réunions où avant ils n'avaient pas le droit d'aller, le droit de prendre des décisions, ils vont se retrouver en face de directeurs qui eux ne voudront pas leur parler. Attends, t'es directeur toi? Toi tu me parles. T'as pas le même niveau que moi, je ne veux pas te parler, je veux parler à ton boss. Donc c'est important d'emmener un petit peu de transverse et du management transverse qui sont clés dans la transformation de l'entreprise. Dans un déroulé de formation, il faut commencer par le pourquoi. C'est un B.A.B.A. Mais attention, le coût attention, le monde a changé, maintenant c'est VUCA, blablabla, Netflix, Amazon va nous manger. Ça ne parle plus à personne, on a tous vu un million de conférences. Les managers ne sont pas des imbéciles, ce sont des gens intelligents qui ont progressé dans l'entreprise. Ce qu'on a pu expérimenter d'intéressant, c'est de confronter les managers au framework qui définit, de leur faire toucher du doigt la compréhension de l'état du système dans lequel ils évoluent, qu'ils se rendent compte d'eux-mêmes, qu'ils fassent un pas de côté, ah mais c'est vrai qu'en fait on est dans un monde complètement chaotique, ou très très complexe, où plus rien n'est prédictif, et la façon dont on travaille jusque-là, la façon dont on pilote, centralise, allons de tout bois sur nos expertises, ne répond pas aux besoins. Est-ce qu'il y a d'autres manières de faire? Est-ce qu'il y a d'autres manières de faire qui permettent de répondre par l'agilité? Très vite faire de l'expérientiel. Ce que l'on fait pour des équipes de développement, par exemple, il faut le faire aussi avec les managers. Les get Kanban, les rétrospectives, les Go for Scrum, les Kapla pour DevOps, tous ces trucs qu'on a peur d'emmener en codir, parce qu'on va se faire traiter de joyeux lion, de hippie, libérateur. Il faut le faire, ça fonctionne. Je suis toujours aussi surpris de l'impact d'un get Kanban sur un codir. C'est hallucinant de voir ce qui se passe quand un codir commence à travailler pour essayer d'être le premier à gagner le plus d'argent en passant des tickets à travers un flux comme si on était une start-up. Ça change tout et ça les questionne sur leur pratique managériale dans leur entreprise. Et ils se disent, tiens, peut-être on peut faire les choses différemment. Et ce qui marche excessivement bien aussi, c'est de leur faire goûter la rétrospective. Ça reste simple comme rituel. Mais ils sont rares à vraiment l'avoir vécu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on les amène à réfléchir sur leur propre contexte. Faisant la rétrospective de votre contexte managérial. Qu'est-ce que ce serait un management mieux adapté? Qu'est-ce que ce serait d'être plus agile et d'accompagner la transformation? Qu'est-ce que vous avez besoin de faire évoluer? Quels sont les freins? Et du coup, qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter? Ça donne des conversations extraordinairement intéressantes et ce n'est pas nous qui apportons l'expertise, c'est eux qui prennent des décisions parce qu'ils prennent le temps du recul sur leur propre pratique managériale. Et du coup, ils peuvent décider d'expérimentation concrète. Enjoindre les managers à décider d'expérimentation concrète, c'est important. Pas les forcer non plus. C'est la rétrospective avec l'équipe ou la rétrospective avec un coach ou j'ai pas compris. Alors, par exemple, lorsque on est en session de formation avec un codir ou un ensemble de managers, c'est les inviter pendant cette formation à faire une rétrospective sur leur pratique managériale. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas. Ça, c'est ultra vertueux, encore une fois, leur faire goûter la puissance de l'amélioration continue. Ça apporte toujours des bienfaits. Et ça leur permet du coup de se dire, en effet, en collectif, on décide de tester quelque chose. Testons une chose. Parce que finalement, en tant que codir, on forme quelque part une équipe, et comment, en tant qu'équipe de direction, on fonctionne nous-mêmes en mode agile, comment on décline, on applique ces pratiques-là, et du coup, on est aussi quelque part exemplaire vis-à-vis des équipes qu'on dirige, sur justement cette mise en mouvement, cette amélioration continue. Alors bien sûr, on les invite à penser grand et à commencer par petits pas, c'est notre boulot. Maintenant, sortie de la formation, si on s'arrête là, il ne va rien se passer. On va monter un board, peut-être, dans le meilleur des cas, faire une rétro ou deux, et puis tout le monde va être rattrapé par le quotidien. En plus, on l'a vu, les managers, leur principal problème, c'est qu'ils ont des agendas remplis.
prendre le temps de faire les choses différemment, c'est pas possible. Ce qu'on a pu expérimenter et qui fonctionne, c'est d'enchaîner avec du coaching individuel, pour pouvoir ancrer les changements de posture face à la réalité des interactions et des difficultés que rencontrent les managers sur leur terrain, avec leurs managers, avec les nouvelles équipes agiles, avec leur propre manager. Mettre ça en conversation toutes les 2 semaines pour ancrer le besoin de remettre en question des facteurs de motivation, les objectifs d'évolution dans les postures managériales dans un monde agile et comment est-ce que je peux les concrétiser. Ça, c'est un élément très important qui apporte énormément. Formation, coaching et communauté de pratique, co-développement. Quand on commence à s'appuyer sur ces groupes que l'on forme pour créer des communautés qui vont se revoir régulièrement pour discuter de leurs expérimentations. Là, j'ai mis en place des rétros, j'ai mis en place un Kanban, j'ai testé la délégation, j'ai quelques problèmes, et toi? On crée un dialogue, un échange de bonnes pratiques et d'apprentissage qui est extrêmement vertueux. Parce que du coup, de nouveau, la culture managériale devient la chose des managers, la chose de l'entreprise, quelque chose de malléable que l'on peut construire, que l'on peut faire évoluer collectivement. Et du coup, l'entreprise devient autonome dans sa capacité à inventer son propre manager de demain, en cohérence à ses besoins. Parce que nos modèles, ils sont intéressants, mais ils sont faux, ils sont intéressants. Ils servent simplement de questionnement pour donner la possibilité aux organisations à trouver la meilleure manière de faire. Alors justement, ce serait quoi pour nous le meilleur manager de demain? Je pense qu'il existe déjà aujourd'hui, parce que j'ai cette conviction que c'est un manager heureux, un leader motivé. J'en vois un juste à côté de moi, alors Alban, entre nous. C'est quoi ton secret? Moi, je crois que le secret du coup du manager heureux dans un monde agile, c'est le manager qui justement a travaillé, a remis finalement en cohérence son management, ses pratiques managériales avec le monde dans lequel il évolue, et donc par le biais des mutations, entre autres des mutations qu'on a vues. Donc c'est le manager qui est acteur des choix de son management, de comment il veut manager. Et c'est aussi, et donc c'est ce qu'on pratique, d'ouvrir aux managers la possibilité de choisir leur manager. C'est ce qu'on essaie de faire chez nous. Les managers choisissent leur manager, choisissent leur leader, ce qui fait qu'il va aussi y avoir ce match, cette rencontre entre des attentes des managers et des styles de management, et un fonctionnement comme ça, vertueux, une boucle vertueuse qui va se mettre en place. Donc choose your manager, choose your leaders. C'est peut-être... C'est vraiment magique, hein, quand on est dans une organisation, on est choisi pour être manager par les managers, ça change vraiment toute la dynamique. Puisque du coup, c'est plus un rôle qu'on nous demande d'adopter, c'est une mission qu'on nous demande si on veut bien l'accepter, et ce sont les principaux concernés qui nous sollicitent. Donc finalement, ce qui est important, c'est pas d'être manager, c'est d'être motivé et de contribuer à cette motivation. Pour conclure, je pense qu'en tant que manager, pour trouver sa place dans un monde agile, je dois réinterpréter les facteurs de motivation intrinsèques, personnels, en cohérence avec les valeurs et les principes agiles. En agile, en tant que manager, je suis heureux et motivé parce que je peux être tour à tour et en même temps un leader porteur de sens, un facilitateur, un coach. Tout ça en étant de plus en plus en accord avec moi-même, en étant congruent et en accord avec les besoins de l'environnement que j'ai choisi finalement de fréquenter, dans lequel j'ai choisi d'évoluer. Alors il y a sans doute de meilleures manières de faire, et il y en aura d'autres. Nous sommes disponibles pour vos questions et pour contribuer à les inventer avec vous. D'ici là, n'hésitez pas à nous donner votre feedback sur cette conférence, et puis à battre des mains sauvagement. Merci. Merci.